Et quand le moment se produit, il faut passer à l'action. Et j'ai beaucoup d'espoir. Je pense qu'on verra du changement. Et tenir des discussions comme aujourd'hui fait partie de la solution. Et il faut encourager les gens à prendre des mesures. Et il en existe des différentes. Notre prochain panel sera très intéressant. Moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse à la politique et aux femmes à la politique, et nous allons accueillir 3 femmes, 3 sénatrices qui ont beaucoup à dire concernant leurs expériences et la façon dont leurs expériences ont été façonnées par leur contexte. Et je vous rappelle qu'il y a interprétation simultanée aujourd'hui. Vous allez en bas de votre écran, vous allez voir un globe où c'est marqué interprétation. Vous cliquez dessus et vous pouvez choisir la langue de votre choix. Si vous voulez accéder à l'interprétation, s'il vous plaît, allez en bas à votre écran, touchez le petit globe et choisissez la langue de votre choix. Now I'd like to present to you the panel chair, Donna Dasco. J'aimerais vous présenter la présidente du panel, la sénatrice Donna Dasco. Elle a été nommée au Sénat par le premier ministre Justin Trudeau le 6 juin 2018, spécialiste réputée des sondages, commentatrice dans les médias et chef d'entreprise. Elle possède une vaste expérience dans le milieu des politiques publiques. Au cours de sa carrière, elle a mené des sondages et des projets de recherche pour des ministères et des organismes fédéraux et provinciaux, des clients du secteur privé, des ministres et des organisations non gouvernementales dans de nombreux domaines dont l'économie, les priorités budgétaires, la lutte contre le tabagisme, la promotion de la santé et l'unité nationale. Elle figure parmi les chefs de file de la conception de sondages menés par le Compte des médias, dont les sondages Globe Environics. Pour la promotion des femmes dans la politique a guidé une grande partie de son plaidoyer. Elle est cofondatrice et ancienne présidente nationale de Equal Voice, qu'une de nos panélistes a mentionné, une organisation non partisane visant à élire plus de femmes au Canada. Elle siège actuellement au conseil d'administration du Fonds d'action et d'éducation juridique pour les femmes, connu comme LEAF en anglais, qui qui fait la promotion des droits à l'égalité des femmes. Et en 2015, elle a cofondé la campagne pour un Sénat égal au Canada, une initiative visant à promouvoir un Sénat égalitaire. Senator Dasco, over to you. Sénatrice Dasco, je vous cède la parole. Et j'entends un peu de son. Sénatrice Dasco, est-ce que vous allumez votre vidéo? Elle n'est pas encore là, donc on va passer à la sénatrice Wanda. D'accord. Alors, en guise d'introduction, la sénatrice Wanda Thomas Bernard, je vous vois dans le coin de mon écran. Malheureusement, je n'ai pas votre biographie devant mes yeux et je me sens mal parce que, en principe, c'était la présidente qui devait le faire, mais nous vous connaissons bien. Vous êtes sénatrice d'origine africaine et j'aimerais que vous vous présentiez, s'il vous plaît. Et toutes mes excuses. Parlez-nous de votre thème de votre section, c'est-à-dire l'encouragement et la force que vous avez utilisée pour surmonter vos défis. Bien, merci. C'était inattendu. Comme vous avez dit, je suis sénatrice de l'Est Preston de Nouvelle-Écosse. J'ai été nommée au Sénat comme membre du groupe des sénateurs indépendants en 2016. C'était en novembre de 2016. Alors, c'était le premier groupe de sénateurs qui avait fait la demande. J'ai passé ma carrière dans le travail social et ça fait plus de 45 ans que j'occupe cette profession. J'ai une maîtrise en travail social de l'Université Dalhousie et un doctorat de l'Université de Sheffield en Angleterre. J'ai passé 27 ans en tant que professeur du travail social à l'Université Dalhousie avant d'aller au Sénat. Et j'ai été aussi la directrice de l'école du travail social à l'Université Dalhousie pendant 10 ans.
Je suis la troisième femme d'origine africaine de Nouvelle-Écosse nommée au Sénat. Je vous laisse un instant pour absorber ces renseignements. Et la première femme d'origine africaine de Nouvelle-Écosse à être nommée au Sénat. Donc, quand je pense à la représentation des personnes d'origine africaine au Sénat du Canada, je crois que nous avons beaucoup à faire pour nous rattraper. Donc, je m'excuse du fait que ça ne se déroule pas comme il faut. Je m'attendais à ce que ma collègue, la sénatrice Dick, aille en premier. Je ne sais pas si elle est en ligne avec nous. Je suis là, je suis en ligne, mais pour une raison que j'ignore, la vidéo s'est arrêtée. Je voyais mon image avant, mais plus maintenant. D'accord. La sénatrice Dick, voulez-vous vous présenter? Est-ce que vous me voyez? Non, mais on vous entend. Si vous pouvez allumer votre vidéo, s'il vous plaît. Je clique sur commencer la vidéo. Oui, tout à fait. Est-ce que vous me voyez? Non, pas encore. C'est très étrange parce que j'ai appuyé pourtant sur le bouton commencer la vidéo. On voit votre nom. Ce que je vous propose, en fait, quittez la réunion Zoom et ensuite essayez de vous connecter à nouveau. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Parfois, ça fonctionne. Donc, sortir et revenir, oui, essayez ça. Et en attendant, on pourrait parler des expériences de la sénatrice Bernard. Vous avez dit que, en fait, c'est que la Nouvelle-Écosse a une riche histoire des Noirs et a joué un rôle important aussi dans les relations entre les Noirs et les Blancs. Quelles étaient vos connexions en grandissant avec la communauté qui vous a façonné et quelles étaient les relations qui vous ont aidé à surmonter les obstacles auxquels vous avez fait face dans votre jeunesse? Eh bien, c'est intéressant de me poser cette question parce que c'est tout à fait ce que je voulais dire. La sénatrice, en fait, lorsque la sénatrice Dasco m'a demandé de parler des leaders inspirants, surmonter des défis personnels, eh bien, j'ai pensé à ça. Lorsque je lui parlais, j'ai dit à la blague, j'ai de la difficulté parce que je ne sais pas quel événement difficile que je devrais aborder. Et plus j'y pensais, eh bien, j'ai décidé que j'allais revenir au tout premier moment où j'ai de prise de conscience du racisme, mon tout première expérience. Non seulement le moment où j'ai compris le racisme, mais le moment où j'ai pu l'analyser de façon critique. Et c'est cette expérience-là qui m'a poussée vers le travail social, le travail et les autres activités d'ordre social. J'avais 12 ans. En septembre, lorsque j'avais 12 ans, eh bien, une semaine après le moment où, en fait, le décès de mon père dans un accident d'automobile, j'ai commencé à l'école intégrée pour la première fois. Donc, jusqu'à ce moment-là, j'étais dans une école ségrégée, primaire, dans une communauté ségrégée, séparée. Et pour les participants qui ne savent pas, les écoles étaient ségrégées comme ça de façon légale jusqu'en 1954. Mais en raison de la ségrégation géographique, même si la ségrégation juridique des écoles et des entreprises n'existait plus, on avait encore de la ségrégation de facto. Alors, j'avais fréquenté une école ségrégée jusqu'à la 7e année. Alors, j'avais 12 ans, j'étais à la 8e année, c'était une nouvelle école et j'ai découvert que j'étais la seule étudiante d'origine africaine en 8A. Et ça, c'était en 1965. À l'époque, un certain modèle était en place à l'école.
Donc, les enfants intelligents étaient dans la classe 8A et les autres, eh bien, ça descendait à partir de ça. Et moi, j'étais la seule d'origine africaine dans la 8A. Il y avait deux étudiants d'origine africaine en 8B, quelques-uns en 8C et 2 et E pour le 8D et le 8E, donc les deux niveaux les plus inférieurs sur le plan académique. Alors, c'est là où il y avait 95 des étudiants d'origine africaine. Et je me souviens très, très bien du professeur de la classe principale qui me disait, «Je pense que votre école a fait une erreur. Vous n'avez pas votre place dans cette classe.» Et c'était le début. C'était la première fois que j'ai été témoin du racisme. Et aucun de mes pères blancs croyaient que je devais être là non plus. Mais mes autres amis ou membres de ma famille en Nouvelle-Écosse qui avaient fréquenté l'école ségrégée jusqu'à là avaient posé la question aussi, pourquoi j'étais dans la classe 8A? Alors, quand je pense à surmonter les difficultés personnelles, alors je dois forcément penser à l'intersection du racisme systémique, l'oppression et l'oppression axée sur les sexes et l'oppression des classes. Quand je pense à tous ces éléments-là et tous les obstacles que j'ai dû surmonter juste pour que on me considère comme quelqu'un, sans parler de quelqu'un d'égal. En fait, ce n'était pas mon expérience. Alors, c'était un défi constant depuis l'âge de 12 ans. Je ne peux même pas imaginer. Désolée, je dois vous interrompre, sénatrice, parce que j'ai une jeune fille aussi et en fait, ça me dépasse là, de penser que vous avez dû surmonter ça. Je vous demanderai d'où vous avez puisé votre force. Et je dois vous dire aussi qu'il faut mettre par-dessus tout ça le deuil parce que mon père a été tué. Ma mère avait 39 ans, elle était veuve avec 12 enfants et j'étais l'enfant du milieu. Le plus jeune avait 18 mois et 18 ans, c'était le plus âgé et moi j'avais 12 ans. Alors, notre famille a fait face à beaucoup de difficultés. La force de ma mère, alors moi je l'ai vu, la force de ma sœur qui était un tout petit peu plus âgée que moi, nous 2 étions devenues, celles qui ont aidé ma mère le plus avec les plus jeunes. Donc nous avons travaillé ensemble afin d'essayer de changer des choses et c'est là où je me suis rendu compte que je ne faisais pas partie de cette lutte pour la justice juste pour moi, ni juste pour ma famille. C'était beaucoup plus large. Je savais que ça faisait partie d'un groupe beaucoup plus large. Et ce qui m'a beaucoup aidé à cette époque était le fait de faire partie du mouvement des droits civils. J'ai puisé beaucoup de force dans ce mouvement, le mouvement qu'on voyait aux États-Unis et aussi le mouvement des droits civiques qui se passait en Nouvelle-Écosse. Alors, à l'école secondaire et au début de mes études à l'université, en fait, je recevais deux éducations. L'éducation du système d'école publique et aussi l'éducation que je recevais des leaders du mouvement des droits civiques. Et c'est ça qui m'a aidé. C'est ça qui m'a aidé de persévérer, de continuer à lutter, de continuer à travailler fort. Et j'ai compris qu'il fallait que je travaille 2 ou 3 fois plus fort que les autres si je voulais qu'on m'accorde une certaine crédibilité. Et c'était ça, mon expérience.
Merci beaucoup. Je vais vous revenir après avoir parlé à Lillian Dick. Madame, est-ce que votre vidéo fonctionne? Non, désolée, je me suis reconnectée. La seule chose que je peux faire, c'est changer d'angle mon appareil et vous allez voir ma cuisinière. Alors, ça ne vous aide pas plus. Eh bien, à moins de vous mettre à côté de votre cuisinière, c'est vrai que ça ne fait pas de différence. Mais peu importe, le plus important, c'est de vous entendre. Je peux essayer de me mettre derrière ma cuisinière. J'ai déjà eu cette expérience il y a quelques semaines. Si vous allez dans vos paramètres et ensuite caméra, il y a un paramètre pour regarder en avant ou en arrière. C'est ce que j'ai essayé, mais ça ne veut pas aller vers l'avant. Ben, vous savez quoi? On vous entend. Et je remercie la sénatrice Bernard pour ces mots. Alors, sénatrice Dick, vous êtes d'une Première Nation et vous êtes aussi membre de la communauté canadienne-chinoise. Donc, vous avez une perspective unique par rapport aux obstacles auxquels font face des femmes. Donc, parlez-nous de votre expérience de jeunesse, les obstacles que vous avez dû surmonter et comment vous êtes devenue sénatrice. Merci. Oui, je suis de patrimoine chinois écrit. Je suis née en 1945 et je pense qu'il est important de le dire dans le contexte du fait que j'ai presque 75 ans. Bon, dès mon tout jeune âge, mon père a exploité un petit café dans les prairies et on faisait semblant d'être seulement chinois. Les gens croyaient qu'on était chinois. Les gens, pour la plupart, ne savaient pas la différence. Et nous l'étions, moi et mon frère étions chinois et cri aussi. Mais on nous intimidait. Je ne me souviens, je ne me souviens jamais d'avoir eu l'impression de faire partie d'un groupe. On était la seule famille chinoise. Il n'y avait pas de famille indienne dans le village où on était. Donc, depuis toute ma vie, je me sentais comme quelqu'un de loin, de l'extérieur. Et sénatrice Bernard, vous avez parlé de cette façon de mettre les étudiants dans les différentes catégories. Et j'ai toujours eu de très bonnes notes à l'école, que des A. Mais quand j'ai déménagé dans la petite ville de Swift Current dans les années 50, on m'a mis, moi et mon frère, on m'a mis dans une classe pour des étudiants qui n'avaient pas de si bonnes notes. Mais je ne savais pas que j'étais intelligente avant la 9e ou la 10e année. J'ai reçu même un prix pour mes bonnes notes et j'étais dans le public lors de la cérémonie et tout le monde se demandait, mais qui est cette fille et comment ça qu'elle reçoit ce prix? Et après cette année-là, on m'a mis dans la classe intelligente à partir de là. Donc, j'ai réussi très bien sur le plan académique. Nous étions toujours le seul groupe racialisé. Il y avait quelques filles à mon école secondaire, des jumelles qui étaient des Canadiennes japonaises, mais sinon, il n'y avait pas d'autres personnes d'origine chinoise ni d'étudiants des Premières Nations à l'école. Alors, depuis toute ma vie, j'ai fait face à beaucoup de racisme, beaucoup de sexisme, et je dirais que le sexisme était le plus évident quand j'ai fréquenté l'université et quand je suis devenue employée et professeure. Le harcèlement que j'ai subi en tant que professeur était énorme. Les gens voulaient m'empêcher de monter dans les rangs. On m'a menacé de me mettre à pied. On m'a dit que j'avais pas besoin d'emploi parce que j'avais un mari. Mon mariage s'est effondré parce que le stress était trop grand à mon travail. Et comme vous, sénatrice Bernard, ce qui m'a encouragée à continuer, c'était le fait, c'était comme si j'avais reçu un message de ma mère. Ma mère est décédée quand j'avais 10 ans, mon père quand j'étais à la 12e année. Donc, j'étais toute seule. Nous avons une très petite famille. On n'avait
perdu contact avec de la parenté, on avait de la famille ailleurs au monde et on avait trop honte de retourner dans ces familles-là. On avait laissé cette legs de honte. Ne dites à personne que vous êtes indienne. Alors à ce moment-là, j'avais entendu la voix de ma mère et je rentrais chez moi à pied et je pleurais et je me suis dit, si ma mère a survécu comme elle a fait en tant qu'Indienne, eh bien, moi, je ne permettrai pas à un homme de me faire pousser de mon emploi. Et à partir de ce moment-là, je bénéficie d'une force énorme. Je me suis joint à un groupe de féministes qui m'a beaucoup aidée. Plus tard, lorsque j'ai rencontré d'autres femmes autochtones, je commençais à parler à des aînés qui m'ont aidé à regagner ma fierté en tant que femme indienne. Et une fois que j'avais ça, cette faiblesse de la honte n- n'est pas disparue complètement, mais je travaille toujours là-dessus. Donc, le fait d'éliminer cette honte en tant qu'Indienne était un élément très important pour trouver cette force et me défendre et ne jamais abandonner. Ça, c'est une chose. Je n'ai jamais abandonné. Et parfois, ça génère beaucoup de frustration et de fatigue, mais j'ai trouvé des façons de retrouver cette force. Cette énergie semble provenir de votre famille, votre mère et vos relations avec d'autres femmes. Je sais que la sénatrice Dasco voulait vous demander en tant que femme comment vous avez persévéré en tant que femme en politique. Quels étaient les obstacles dans vos communautés ou de la part des gens? Je commence par vous, sénatrice Dick. En tant que femme, selon vous, quel était l'obstacle le plus important? Vous avez parlé de la discrimination. Qu'est-ce que vous avez fait pour surmonter ce défi et quelle était la force que vous avez trouvée? Ben, en me joignant au groupe féministe à l'université, en fait, ça, c'était un moment charnière pour moi. Mais ce n'était que le côté femme euh, pour moi. Je pensais que c'était moi parce que j'étais scientifique en neurochimie. Moi, je ne connaissais rien du féminisme, donc je pensais que c'était unique à moi, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi. Et je me suis rendu compte que c'était un processus. Donc, une fois que j'avais ces connaissances, ça m'a donné beaucoup de force. Et quand on travaille avec un groupe, eh bien, malheureusement, j'ai dû quitter un groupe parce que c'était des féministes coloniales. Elles ne comprenaient pas l'oppression euh, axée sur la race et je me sentais comme la seule personne racialisée et tranquillement, je commençais à croire qu'il y avait de l'exploitation. Donc, j'ai quitté le groupe et j'étais très chanceuse de rencontrer un groupe de femmes autochtones. Et avec ces femmes autochtones, j'ai compris l'oppression qui existe on est femme, racialisée, surtout quand on est autochtone. Alors, j'ai compris davantage. Et ce sentiment d'appartenance, d'être compris. Et il y avait beaucoup d'humour aussi, cette capacité de rire. C'est un trait très important des personnes autochtones, surtout dans les prairies. La capacité de rire et de nous libérer de cette lourdeur dans nos cœurs et dans nos âmes, c'est très important. Ce qui est intéressant également, vous avez dit que vous êtes biochimiste. Sénatrice Bernard, dans le travail social, avant de devenir sénatrice, pour vous, quelles étaient les occasions ou des moments où vous vous êtes dit, je peux vraiment m'épanouir? Qu'est-ce qui vous a attiré le plus? Moi, je crois que ce qui m'a attiré vers le travail social, c'était l'idée du potentiel du changement social grâce à ce travail. Mais en étudiant le travail social, je me suis rapidement rendu compte que le travail social, en fait, était axé sur le contrôle social et c'était un féministe, les toutes premières féministes qui s'attaquaient à ces questions. Mais tout comme sénatrice Dick, le mouvement des féministes, en fait,
pour moi, j'avais l'impression que ça ne reflétait pas complètement ma réalité non plus parce que féministe, ça voulait dire femme blanche. Et les questions d'intersectionnalité, ah, je pense qu'on voit votre cuisine, sénatrice Dick. Oui, je joue avec les boutons, désolé. Et je pensais l'avoir vu moi aussi. Kitchen. I love this is very ironic, but C'est un peu ironique, la femme et la cuisine. Ben, c'est un sujet lourd et vous avez dit qu'il fallait de l'humour, alors merci beaucoup. Alors, le mouvement féministe, c'était un mouvement pour les femmes blanches. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'était de trouver des alliés qui pouvaient changer les choses un peu. Des gens qui voulaient voir le féminisme d'une autre perspective et d'amener cet élément d'intersectionnalité. Je me souviens d'avoir lu les travaux d'une Italienne en Angleterre et elle a écrit sur le travail social en ce qui concerne le féminisme et ensuite pour les Noirs. Et lorsqu'on a rejoint les deux, ben, c'était un moment très révélateur. Ensuite, j'ai découvert le travail social et j'étais membre fondatrice de l'Association des travailleurs sociaux noirs. Nous étions 4 femmes à fonder cette association parce que nous n'étions pas contents avec ce qu'on voyait en ce qui concerne les services en travail social offerts aux gens de Nouvelle-Écosse noirs et surtout dans le système de protection de la jeunesse. On n'avait pas la rafle des années 60, on n'avait pas non plus les pensionnats comme ils avaient euh, chez les ancêtres de la sénatrice Dick, mais le racisme était si enraciné, la ségrégation était si bien établie et les stéréotypes racistes par rapport à la famille et la vie en famille et le placement des enfants noirs. Nous avons découvert que nos enfants se faisaient placer dans les familles d'accueil blanches où ils étaient les seuls enfants noirs dans la maison et dans la communauté, des kilomètres et des kilomètres d'autres personnes noires. Et donc, ils vivaient beaucoup de racisme. Donc, on faisait face constamment à ces enjeux. Alors, pour répondre à votre question, j'ai étudié le travail social parce que je voulais lutter pour la justice et pour les droits. Et je pensais que le travail social était le domaine tout désigné pour le faire. Je ne savais pas à l'époque qu'il allait falloir que je me batte pour euh, ça dans le domaine même du travail social. Que pensez-vous des études dans le travail social qui regardent, en fait, qui analysent l'intersectionnalité? Je crois que nous faisons beaucoup, beaucoup mieux maintenant. Mais je crois que bien de nos théories sont encore marginalisées. Et donc, la théorie afrocentrique, autochtone, entre autres, ils sont encore marginalisés, que ce soit sur les théories queer, autochtones ou autres. Et ce ne sont pas encore des théories centrales, mais c'est mieux. C'est beaucoup mieux qu'à l'époque où moi j'ai commencé, il y a 45 ans. Mais on n'est pas encore là où il faut être. Donc, on a fait du chemin, mais il reste du travail à faire. Mais je vois un engagement fondamental à avancer ensemble dans une direction positive. Et c'est quelque chose que j'ai toujours tâché de faire, de travailler au sein des institutions pour effectuer le changement. Sénatrice Dick, j'aimerais vous demander vos expériences en matière de STEM pour les sciences. Pour les femmes, même aujourd'hui, c'est un choix de carrière plus difficile par rapport aux hommes. Et vous, vous avez fait face à ces deux obstacles. Merci beaucoup. Lorsque
réfléchi à ma carrière. En fait, j'ai été nommée au Sénat en 2005, mais j'ai passé probablement 10 ans à parler des femmes dans les sciences, dans le génie. J'ai passé des années à essayer d'encourager des femmes à faire partie de ces domaines. J'ai choisi les sciences surtout parce qu'un enseignant à l'école secondaire m'a influencé. J'avais de très bons profs en sciences et mon frère aussi voulait que j'opte pour la chimie, mais j'ai choisi la biochimie parce que je voulais travailler avec des choses vivantes. Comme bien des femmes, je voulais faire une différence, comme bien des femmes. Et j'étais naïve. Je pensais que mon sexe euh, ni mon race m'empêcherait pas, mais c'était vraiment parce que j'étais naïve. Et finalement, j'ai vu que le fait d'être femme n'était pas le mieux. En fait, lorsque j'ai suivi ma première année en chimie organique, I am. By an internationally renowned chemist. le prof était très célèbre. C'était un chimiste. Et il y avait 4 femmes dans une classe de 36. Il a dit au début, je n'aime pas les femmes, je ne crois pas qu'elles ont leur place dans les sciences et je n'aime pas le fait que vous soyez là. Il nous a pas parlé pendant toute l'année. Et, et souvent, on appelait les étudiants à venir montrer certaines choses au tableau, mais on nous a jamais appelé les femmes. C'était l'expérience la plus humiliante de ma vie. Je n'ai pas bien réussi dans cette classe, en partie à cause de cette situation, mais aussi parce que j'étais vraiment en amour, donc je ne pouvais pas me concentrer sur mes études. Mais j'ai réussi quand même, j'avais une note raisonnable. Mais un moment très important pour moi, c'était lorsque j'assistais à une conférence sur la neuroscience et j'ai trouvé un livre par un scientifique qui parlait de la médecine et la science et la manière dont les femmes sont éliminées. Et ça a tout changé pour moi. Je me suis rendu compte que les sciences sont dominées par des hommes blancs et il est difficile pour les femmes. On ne connaît pas nos collègues hommes de la même façon et j'étais toujours la seule femme dans mon département. Donc, j'étais la seule femme parmi 6 ou 8 hommes. Et je me sentais toujours exclue des rencontres. J'avais moins de ressources. Ce n'était pas un beau portrait. Et pourtant, j'adore les sciences et j'étais toujours déchirée parce que je voulais encourager plus de femmes et plus d'Autochtones à rentrer dans les sciences, mais je savais que mon expérience n'était pas parmi les meilleures. Donc, c'était comme un couteau à double tranchant. Mais la meilleure façon d'améliorer les choses est de faire rentrer plus de femmes, plus de personnes racialisées. Et maintenant, c'est très intéressant de voir que au niveau des études de premier cycle, les femmes dominent. Oui, et dans le domaine juridique aussi. Maintenant, les choses ont changé et les femmes dominent dans plusieurs domaines maintenant. Je sais que la sénatrice Dasco est là. Je vois que sa connexion est faible. Donna, est-ce que vous m'entendez? Sénatrice Dasco, oui, je vous entends. Ça fait une demi-heure que j'essaie de me connecter, mais je suis très contente de voir mes collègues. Tasha, vous devriez rester là parce que je n'ai entendu que quelques moments. J'aimerais dire quelque chose. Je le dis à voix haute parce que je ne veux pas perdre le fil de mes pensées. Allez-y. Est-ce que ça va? Sénatrice Dick et Tasha, vous avez dit tous les deux que les femmes dominent maintenant dans les sciences et dans le domaine juridique. Les femmes ont toujours dominé dans le travail social. Par contre, on regarde qui sont les leaders dans le travail social. Pour les soins infirmiers, l'enseignement. Regardez toutes ces professions où les femmes dominent et on regarde l'émergence des femmes dans les sciences, dans la catégorie STEM et ensuite dans le domaine juridique. Mais ensuite, regardez les leaders. Il ne s'agit pas de femmes.
Donc, même si nous avons plus de femmes dans ces professions, ces femmes n'avancent pas forcément jusqu'au poste de leadership. Et si c'est le cas pour les femmes, eh bien, c'est aussi le cas pour des femmes autochtones et personnes racialisées. Oui, je suis d'accord avec vous. Ce serait intéressant de voir combien de femmes occupent des postes permanents ou combien de doyens ou doyens adjoints sont des femmes. Et des présidents et présidentes aussi, oui. Il y en a plus maintenant, effectivement. Ou les responsables d'agences ou de ministères dans les domaines de la santé, par exemple. Et je dois vous faire part d'une anecdote. Lorsque j'ai reçu une promotion, nous n'avions jamais de poste permanent. On avait du financement, mais j'ai fait une demande pour être promue à professeur titulaire. Et la personne qui me surveillait, mon superviseur, a essayé de m'empêcher. Et il a même écrit une lettre au... En fait, il a essayé d'envoyer une lettre, mais le secrétariat l'a bloqué. Il l'a amené à ma porte et a dit, ouvrez la lettre et lisez-la moi. Le croyez-vous? When struggling. I think that's Senator Dasko. Sénatrice Dasko, j'aimerais vous céder la parole, mais parfois il est difficile d'entendre. Je vous arrête seulement si c'est nécessaire. Tasha, Okay. because I Tasha, haven't je pense heard que vous devriez rester just going to parce que je say n'ai that- pas tout entendu, mais je voulais dire, est-ce que tout le monde m'entend d'abord? Oui, allez-y, parlez-nous de votre expérience. En tant que sénatrice, j'aimerais vous entendre sur le plan politique. Eh bien, j'allais justement dire que j'ai passé beaucoup d'années à encourager des femmes à entrer en politique. Notre Parlement n'était que 38 des femmes. Et je suis convaincue qu'il faut faire quelque chose beaucoup plus agressif. Il ne suffit pas d'avoir des mesures facultatives. Il faut faire quelque chose de plus. Ça fait des décennies que nous nous trouvons dans cette situation. Des femmes au Sénat représentent 48 et c'est en partie parce qu'il s'agit d'un processus de nomination. Alors là, il y a d'autres pressions qui s'exercent au moment d'être nommé par rapport au moment où on est élu. Je ne dis pas qu'il faut nommer tout le monde à leur poste, mais il faut savoir que le processus est différent et nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Il faut prendre des mesures un peu plus agressives. Les expériences des femmes à l'université sont intéressantes aussi. La première dirigeante femme du département de la physique à l'Université de Toronto a eu son poste il y a tout récemment. Donc, beaucoup de choses à faire encore. Sénatrice Dick? Oui. Sorry, go ahead. I La just- femme en politique? Oui, on aimerait connaître chacune de vos expériences. D'abord la sénatrice Dick et ensuite sénatrice Bernard. Quelles expériences vous ont encouragé ou découragé? En tant que sénatrice, je suis nommée. Moi, je ne m'intéressais pas à la politique avant d'être nommée au Sénat. Et une des raisons est le fait que quand j'étais jeune, on ne discutait jamais de la politique chez moi. Et notre situation raciale était hors de notre contrôle, mais à l'époque, au Sénat, les femmes représentaient 30 du Sénat. Et c'était la première fois que j'avais travaillé avec autant de femmes et ça faisait du bien. Sur le plan personnel, j'ai fait face au sexisme et au racisme et parfois les deux au Sénat et ça m'a vraiment surpris. Ça s'est produit seulement au cours des dernières années. C'est peut-être parce que je suis plus active
Je me souviens, lors d'une rencontre, je proposais des modifications à un projet de loi et un collègue sénateur homme continuait à dire: «Je n'ai jamais vu ou entendu une modification de la sorte. Êtes-vous au courant de ce que vous proposez?» Et je me demandais pourquoi le président ne lui coupait pas la parole. Et ensuite, je suis allée le voir avec mon adjoint comme témoin et j'ai dit: «Je crois que la façon dont vous m'avez traité était inacceptable, c'était très sexiste et ne le faites plus, sinon je vais déposer une plainte.» Il fallait que je fasse de même pour une sénatrice femme non autochtone qui me menaçait quasiment. J'étais obligée de lui envoyer une lettre pour lui dire: «Vous me harcelez, c'est complètement inacceptable, arrêtez, sinon je vais déposer une plainte.» Et la pire expérience de ma vie, c'était lorsque j'étais présidente du Comité des peuples autochtones et on discutait de la déclaration de l'ONU des peuples autochtones et le sénateur conservateur, en fait 2 ou 3 de ces sénateurs, euh, ont essayé de miner ma crédibilité en tant que présidente et interrompre la réunion parce qu'ils ne voulaient pas que le projet de loi soit adopté par le comité. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que j'avais dû faire face au racisme toute ma vie. Donc, ils n'ont pas pu me déstabiliser. J'ai pu garder ma concentration et nous avons réussi à atteindre notre but, c'est-à-dire discuter du projet de loi. Alors, on avait une situation du sénateur Bayek aussi. On parle du racisme institutionnel et systémique qui se trouve au Sénat, qui est même dans les règles. Le sénateur qui me harcèle est protégé par les privilèges. Mais moi, j'étais la victime. Donc, la décision finale était que je n'avais pas le droit de déposer une plainte parce que l'autre sénateur était protégé par les privilèges. Alors, c'est complètement ridicule. Je ne crois pas que ça va durer. Je vais prendre ma retraite dans quelques mois et je crois que la plupart de mes collègues croient que les règles sont que la situation était injuste et que les règles vont changer. Il faut responsabiliser les gens lorsqu'il s'agit du traitement, du mauvais traitement. Néanmoins, je crois que c'était un énorme privilège de siéger au Sénat. En tant que femme autochtone, j'ai pu réaliser des choses incroyables. Alors, j'aimerais que plus de personnes autochtones se trouvent au Sénat et je suis très heureuse en ce moment. Et à ce moment-ci, il y a 12 sénateurs autochtones et c'est fabuleux selon moi. Sénatrice Bernard, quelle était votre expérience au Sénat et en politique? Est-ce que la politique, c'est l'endroit idéal où faire avancer les choses? Vous étiez très active dans le domaine du travail social, mais croyez-vous que la politique change la donne? Eh bien, je pense que c'est une manière d'amener ces enjeux sur la scène nationale. Je n'ai pas eu des expériences directes du racisme au Sénat, mais ce que j'appellerais des micro-agressions. Ce sont des choses qui se produisent chaque jour. Et le racisme systémique, tout comme sénatrice Dick a dit, est très évident. Ce que j'ajouterais, la seule raison pour laquelle je suis au Sénat est parce que le processus de nommer des sénateurs a été changé. Et la seule raison pour laquelle j'ai fait une demande était que je voulais tester le système. Je ne croyais pas que le système allait fonctionner comme le premier ministre Trudeau l'avait promis. Il a dit que ça allait être un processus juste, que les candidats allaient être évalués selon leur contribution au Canada et pour les Canadiens. Et moi, j'avais confronté tellement de plafonds en béton. Les femmes blanches parlaient des plafonds en verre. Et moi, je suis arrivée à ces plafonds en vitre aussi, mais ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait du béton après. Donc, on est limité.
on est limité par rapport à nos objectifs. Alors moi, j'ai fait face à des obstacles, même pendant le processus de demande. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on m'accepte. Je ne m'attendais pas à ce que mes réalisations au cours des 30 dernières années concernant les questions de justice sociale allaient être vues de façon positive. Ce que je découvre, par contre, maintenant que je suis au Sénat, est qu'on a tendance à nous rentrer dans des catégories très précises. Donc, on va peut-être se tourner vers moi pour de l'expertise concernant la race. Mais moi, j'ai de l'expertise ailleurs aussi. Donc, il faut quasiment le forcer sur les autres pour qu'ils te prennent au sérieux. Et ça me rappelle aussi, ça me rappelle de moi-même quand j'avais 12 ans, quand j'ai dû prouver que j'étais bel et bien à la bonne place et que j'avais ma place dans cette classe. Je dirais également, par contre, que chaque processus que j'ai vécu, chaque obstacle que j'ai dû surmonter jusqu'à maintenant m'ont aidé à me préparer à surmonter les obstacles d'aujourd'hui. Et ça, dans bien des façons différentes. Sénatrice Dasco, je vous vois maintenant. Pardon, je ne voulais pas vous couper la parole, sénatrice. M'entendez-vous? Oui. Oui, on vous entend. J'aimerais poser une question à la sénatrice Bernard. Pardon, je ne sais pas si vous savez que sénatrice Bernard a pris un rôle de premier plan dans les activités dans la lutte contre le racisme. Et elle a proposé une initiative pour mettre sur pied un comité sénatorial spécial sur le racisme systémique. Et je voulais que tout le monde soit au courant. Et je voulais demander à sénatrice Bernard, croyez-vous que ce comité pourra mener à du changement? Je l'espère sincèrement. Le but de ce comité n'est pas d'étudier le racisme systémique, mais plutôt de comprendre pourquoi toutes les autres études qui ont été menées, les rapports qui ont été déposés au Sénat et à la Chambre des communes, des études universitaires, des recommandations. Nous avons des tonnes et des tonnes de recommandations qui n'ont jamais été mises en place. Quand nous avons des leaders au pays qui disent encore que le racisme systémique n'existe pas, ça m'inquiète. Mais ça me donne de l'espoir aussi que cette étude mettra en lumière la réalité du racisme systémique. Ma première tentative de sensibiliser les gens par rapport au racisme systémique au Sénat, c'était l'enquête que j'ai présentée en 2018 concernant la lutte contre le racisme à l'égard des Noirs. Et quand j'écoute des discours au cours des dernières semaines, c'est comme si les gens n'étaient même pas là à l'enquête et plusieurs sénateurs avaient pris la parole lors de l'enquête. Mais personne ne semblait même remarquer que ça s'est produit et c'est très énervant parce que c'est comme si ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mon petit-fils de 8 ans me demandait, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Mes sénatrices, en fait, croyez-vous que dans le contexte actuel, les gens sont très mobilisés sur le sujet? Les gens semblent être très motivés à faire quelque chose. Je ne sais pas, mais ça me semble être différent. Pour être très honnête, non, ça ne me semble pas différent. Je dois vraiment travailler sur mon côté optimiste plutôt que pessimiste, mais je vous explique ce qui m'inquiète. Alors, ce qui s'est passé, il y a la pandémie de la COVID-19 est arrivée en même temps que la pandémie ou la crise du racisme. Alors, pour la plupart, il y a il y a une plus grande prise de conscience. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il ne s'agit que d'un moment, une fois que les choses se calment du côté de la santé et qu'on revient à notre normal,
Je crois qu'on ne verra plus cet enjeu comme une priorité. Je crois qu'il faudrait mettre l'accent sur ça et c'est une des raisons pour laquelle nous avons pris l'initiative de ces mesures au Sénat parce qu'on veut garder l'attention du public. Et on voulait attirer l'attention des leaders parce qu'une fois que la vie retourne à la soi-disant normale, on n'oubliera pas. Quand je pense aux gens qui descendent dans la rue pour manifester parce qu'ils veulent la fin de cette oppression et de la violence et du racisme, peu importe, en fait, dans tous les secteurs où ça se produit. Quand je vois ces gens, j'ai de l'espoir, mais j'ai aussi une certaine inquiétude. Et mon inquiétude est la suivante, que des gens oublieront rapidement. Je veux que ça aille beaucoup plus loin que juste un moment précis. J'aimerais que ça devienne un mouvement. C'est là où le comité pourrait peut-être aider. Oui, tout à fait. Alors, c'est l'espoir que j'ai. We can keep it going. Right. I don't want to end this conversation. Je ne veux pas terminer ce panel trop tôt. Il nous reste quelques minutes, mais sénatrice Dick, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, on vous entend toujours. Voulez-vous parler du comité et la façon d'avancer? Alors, c'est une combinaison. Je pense que nous sommes rendus à un moment charnière, comme sénatrice Bernard disait, et je ne crois pas que ça va s'oublier. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, même sur le dossier autochtone. C'est là où il est important d'avoir plus de personnes au Sénat. Lorsqu'on parle des questions autochtones, on parle des lois, c'est très important aussi. En tant que sénatrice autochtone, j'ai pu aider à faire des modifications à la loi sur les Indiens qui régit tous les aspects de la vie des Autochtones au Canada. Donc, il est très important de ne pas oublier ce mouvement sur le racisme. Une fois que le comité est établi, alors là, les choses continuent à se faire. Il y a des entretiens avec les médias, il y a des articles qui s'écrivent, des questions se posent à la période des questions. Donc, le sujet reste une question d'actualité et je pense que c'est le cas. Moi, je parle de la discrimination depuis le début de mon mandat comme sénatrice, mais je n'ai jamais entendu autant de sénateurs et sénatrices qui prennent la parole sur le sujet. Je crois que nous sommes arrivés à un point de bascule et pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est les jeunes. Les jeunes autochtones que j'ai rencontrés depuis 15 ans sont absolument incroyables. Je ne veux pas prononcer leur nom parce que je ne veux pas oublier personne, mais ils sont conscients de l'histoire de l'oppression. Ils sont fiers de qui ils sont. Ils ont des connaissances et ils ne veulent plus se laisser faire. Et j'ai vu un changement au cours des 10 dernières années et ça me donne beaucoup d'espoir. Ils ne vont pas souffrir comme nous. Oui, vous m'avez rendu le travail facile parce que nous allons parler des jeunes dans le prochain panel. J'aimerais prendre cette occasion pour remercier tout le monde qui a participé, les 3 sénatrices, sénatrice Bernard, sénatrice Dick, sénatrice Dasco. Merci beaucoup de vos perspectives, de nous avoir fait part de vos expériences. Avant de passer au prochain panel, nous avons quelque chose de spécial pour vous. C'est de la poésie performative. L'interprète signale que l'interprétation est maintenant terminée pour l'événement.